Merci à toutes et tous d'être venus assister à cet échange autour de Selon toi de Marielle Hubert. Et Marielle va commencer par nous lire un premier extrait de son texte. Tu es pressé, accablé de sacs, de papier, en retard à cause de moi. Nous entrons dans la salle noire. Seul le plateau est éclairé. Il se montre à nous comme de l'eau quand on a soif. La nuit du théâtre me tombe dessus. Le noir des salles sans fenêtres, ce que Dieu a fait le premier jour en séparant la lumière de la ténèbre est résumé là, sous mes yeux de 12 ans. Pour raconter toutes les histoires du monde, Dieu a mis la ténèbre de l'univers dans la salle de l'espace Gérard Philippe et la lumière dans tes cheveux. Il fallait le savoir, que la création en personne se cachait là depuis les commencements du monde, à Sartrouville, en 1995. Chacun pose ses affaires sur les sièges, dans les gradins. Tous ont déjà choisi leur place. Ils la retrouvent intacte chaque semaine. Et je comprends que la place qu'on arrive à se faire près de toi est définitive. Je me choisis un strapontin qui se replie automatiquement dès qu'on se lève, en bout de rangée. Ma place définitive est un siège éjectable. Pour te signifier que j'ai entendu que ma présence était temporaire, qu'elle ne valait que pour la journée, je vais m'atteler à devenir reconductible. Aujourd'hui, cette journée de 1995 n'est toujours pas terminée dans ma vie. Tous et toutes, nous possédons une journée qui ne finira jamais. Le reste de la vie consiste à négocier la lutte de cette journée perpétuelle avec toutes les autres. J'ai su, en entrant dans le cube noir, que se levait l'aube de ce jour sans fin. Tu souffles, tu ne veux pas lâcher ta contrariété, son expression. Je t'ai désorganisé, c'est très grave. Tu dis « les bonnes », sans un mot de plus. Je me demande si c'est pour m'en mettre plein la vue et que je renonce. Probablement pas. Les deux filles les plus âgées du groupe se lèvent en silence à cet ordre des bonnes. Je crois que vous avez des mots de passe, des noms de code. Il y a toute une grammaire de langue étrangère entre vous. On le sait dans les mondes parallèles que c'est le langage qui sépare du monde et fonde la communauté. Le jargon n'est jamais qu'un mur qui fabrique un groupe uni. Il n'y a qu'à écouter 2 minutes ceux du monde des chevaux discuter pour s'en convaincre. Et d'ailleurs, comme avant une course, les grandes se mettent à souffler fort, puis font des gestes silencieux avec leur bouche, comme l'homme de fer blanc du magicien d'Oz quand on lui injecte de l'huile avec la burette. Un jour, plus tard, je comprendrai que ce n'est en rien une affectation. Elles sont très sérieusement en train de vider la vie ordinaire de leur corps. Elles expirent tout ce qui n'est pas le texte à venir. Quand c'est fait, il ne reste que le silence qui durcit l'air. Ce silence-là sera toujours le même. C'est le silence avant le théâtre, avant le jeu, et où qu'on joue et qui que soit l'acteur, c'est la même matière de son ambiant, mat et profond, la levée avant la parole. C'est probablement ça qu'il y avait avant la création, avant le monde, juste avant. Je vous ai déjà dit, Claire, d'éviter les crachats, qu'ils dorment en vous, ma fille, qu'ils y croupissent. Oh, je manque de tomber de mon strapontin en écoutant la voix de cette maigre fille brune. Pour la première fois de ma vie, le monde ressemble à ce que je cherche. Il est conforme à mon désir. Nous assistons à sa naissance et c'est trop tard. Je voudrais vivre cette minute, toutes les minutes de ma vie jusqu'à la mort. Je me le dis, je sais que tu m'entends le penser. Ça y est, on est venu me chercher. C'était toi qui me tirerais de l'enfance et de la vie ordinaire, mais comment dire merci ? Comment te le faire savoir ? Je m'engage solennellement à te célébrer toute ma vie.
C'est ce que je fais sur mon strapontin. Et la vie commence. C'est je nais. Et cette brune qui a 1000 ans. Ce sont des ordres à des crachats. C'est toute une langue que je sais retrouver comme on rentre chez soi. Je viens de rentrer chez moi, pour toujours dans l'ombre de ton corps, qui se signale par l'extrémité incandescente de ta cigarette continuellement allumée. C'est trop tard une fois de plus. Tout ce que je vis à ton contact est trop tard. Tout est irrémédiable. Et l'amour et la peine. Le peu d'intérieur que je contenais si mal à la faveur de mes jeunes années est en train de s'évaporer sous la lumière poussiéreuse des projecteurs du fond de scène. Je me dissipe dans l'air et dans 2 heures, il ne restera plus rien de moi. Je serai remplissable à souhait de tous les rôles que tu m'attribueras. Je deviendrai ce que tu voudras que je devienne, entièrement, sans réserve. Je me livre à tes pieds dans l'obscurité de la salle. J'ai 12 ans. Je n'ai jamais fait l'amour. Je n'ai jamais été quittée. Je n'ai pas encore été trahie, mais ça va venir vite. Je n'ai assassiné personne. Je ne vis pas dans un hangar. Je ne tourne pas en rond de façon absurde dans le monde en attendant quelqu'un qui n'arrivera jamais. Je ne vis pas dans une poubelle. Je ne suis pas une Amazone. Je ne suis pas une enfant séquestrée. Je ne suis pas en train de brûler mon sexe dans un hôtel contre un homme que je devrais quitter à l'aube. Je n'enterre pas une sœur morte dont le fantôme chuchote encore à l'oreille des vivantes derrière les murs froids d'une maison de famille. Je ne connais pas Ménélas. Je suis au collège Colette de Sartrouville. Je fais de la danse hip-hop cachée au milieu d'une armée de queue de cheval qui n'a pas décidé de m'incorporer et pourtant, la possibilité de la vie ordinaire est définitivement terminée pour moi. Je renonce au commerce des autres pour une vie de mots des autres. Il n'y a jamais eu de retour à ce jour-là. C'est cela que je suis venue te dire. Mon amour, ma morte. Si je n'ai pas assisté à ta mort, tu as assisté à la mort de la vie ordinaire en moi. À quelques sièges derrière ton large dos, tu l'as su. Je ne veux plus rien vivre autrement que par la langue que je viens d'entendre, par toutes les langues que j'entends ce jour-là. Le saule comme une veuve verte, alors que l'orage qui monte fait la nuit. Il n'y a plus de nuit non faite par des orages de veuves en arbre. Il n'y a plus rien. Une faille a ouvert le monde en deux sous mes pieds, à l'endroit exact d'un strapontin en 1995 à l'espace Gérard Philippe. Tu as ordonné la fêlure du monde et je suis restée de ton côté de la faille. Les deux pans de terre se sont écartés de part et d'autre de la fracture tectonique. Le gouffre est béant. On ne peut plus sauter de l'autre côté. Je suis séparée du monde qui parlait mal. Tu m'attires de ton côté du monde qui dit des choses insensées. La beauté de la langue qui fait surgir des murs antiques, des cœurs goûtant leur sang sur nos propres genoux, des morts d'amour pour avoir entendu un mot trop vrai. Tout cela nous fait et décor et destin. Et le destin est blond comme toi. C'est une femme forte aux yeux bleus tristesse. Ce sont des épaules et des bras qui s'écartent de ton corps pour nous faire un abri et nous ramener à toi, qui connais la procédure pour accomplir toute cette sorte de miracle. Merci Marielle. Merci, bonsoir. Alors, on s'est un peu jeté au milieu des choses, in media res, donc peut-être qu'on peut mettre un petit peu de contexte autour de Selon toi. Donc, il y a un texte qui est adressé à Pascal Lemay, qui a été votre professeur de théâtre, votre maître, dites-vous. Et le texte commence parce que vous venez d'apprendre qu'elle est morte, que vous ne l'avez pas su, et vous l'avez appris après, parce qu'il y a eu l'événement le plus important de votre vie, écrivez-vous, qui était la publication de votre premier livre, Ceux du Noir, chez POL en 2022. Et au moment de lui adresser un mail, vous reprenez contact avec elle après des années de silence, et vous découvrez qu'elle est morte. Et donc, Selon toi, s'écrit en geste dans l'urgence après cette découverte, et s'adresse à cette femme que vous avez donc rencontrée à l'automne 1995. Vous aviez 12 ans, à l'espace Gérard Philippe de Sartrouville, où vous suiviez des ateliers de théâtre, pas tellement de votre plein gré au départ. Et puis très vite, on l'a entendu, ça a changé. Et c'est comme ça que vous êtes entrée dans le pays des phrases. Elle avait 31 ans, elle, à ce moment-là.
Et voilà, et elle est morte le 1er juillet 2021. Il y a un passage auquel je pensais en vous écoutant lire, un passage où vous expliquez un petit peu comment elle vous guidait pendant l'atelier théâtre, qui était « Ne m'explique pas, joue-le, si je ne vois rien, il n'y a rien, si tu ne joues pas, il n'y a rien ». Est-ce que ça nous dit quelque chose de la manière dont vous avez écrit, selon toi ? Merci pour cette vaste question. Oui, en fait, ça raconte quelque chose de comment j'ai écrit selon toi, mais ça raconte aussi une façon d'être au monde. C'est comme si j'avais, à ce moment, dans cette rencontre, reçu une leçon beaucoup trop grande pour moi et en même temps irrésistible, à savoir que au théâtre, la vie est plus grande que dans la vie et que pour recomposer la vie au théâtre, il faut la jouer plus fort. Et peut-être que quand j'ai écrit Selon toi, je voulais trouver une langue très forte pour exprimer mon amour pour elle, ma reconnaissance et ma gratitude aussi. Comme si je jouais pour une morte, une dernière partition, et qu'il fallait, alors pour atteindre l'au-delà, je pense qu'il faut jouer encore plus fort, probablement. Et donc en effet, c'est un texte qui a été écrit comme ça, avec une langue assez parlée, que j'ai beaucoup parlé par ailleurs. Et en même temps, c'est un vrai piège de préférer la vie plus forte et jouer à la vie réelle, parce qu'on y prend goût assez vite, et on peut vite tomber dans une grande tristesse quand l'existence banale passe devant nous, parce qu'on n'a plus envie de la rejoindre. Un peu plus loin, dans Selon toi, vous parlez du texte qui jaillit de vous comme une hémorragie. Est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur ce processus d'écriture, puisque vous dites que vous vous mettez à écrire très vite après avoir découvert sa mort, mais voilà, il paraît presque 4 ans après. Donc, est-ce que vous voulez bien raconter le cheminement de ce texte ? Alors, en fait, en effet, comme vous l'avez rappelé, Selon toi, ça part d'abord d'une envie de recontacter la personne la plus importante pour moi. C'est-à-dire, je me disais presque, chic, il m'arrive quelque chose que je vais pouvoir lui communiquer. C'était un peu ça. Et donc, j'aurais dû m'occuper et être toute tendue vers la sortie de Ceux du Noir, en 2022. Et je fais une recherche Google... parce que c'est comme ça que je prenais de ses nouvelles pour pas la déranger, et puis parce que j'avais un petit peu peur, étant partie plusieurs fois de cette relation, je me disais, bon, au bout d'un moment, elle va pas vouloir que je revienne quand même. Et donc, je fais un peu cette recherche, et c'est Google qui m'apprend sa mort. Et je me trouve dans une solitude indicible, enfin effarante, parce qu'il n'y a pas un humain qui m'a dit avec des mots ou avec un message, même un texto, ça aurait déjà été quelqu'un, Pascale Lemay est morte. Personne ne faisait le lien entre nous. Personne ne le faisait plus. Peut-être personne ne l'avait-il jamais fait, en fait. Ça, je ne le saurais jamais. Du coup, je suis désespérée et je me mets à écrire pour me consoler au début. Et donc, j'écris ce que je fais, à savoir rechercher un acte de décès, contacter une mairie... me rappeler de comment je faisais de la généalogie quand j'étais petite avec mon père, savoir ce qu'on peut demander comme document administratif, réfléchir à Google aussi. Enfin, c'était une façon de gérer cette douleur, cette tristesse-là. Et puis, voilà, un autre texte est arrivé pour les circonstances de la vie, qui est Il ne faut rien dire, qui est le livre qui est apparu entre les deux. Et j'ai mis ce texte de côté. Et quand j'ai voulu écrire un autre livre après la sortie d'Il ne faut rien dire... j'étais bloquée, j'y arrivais plus et je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment, j'ai relu ce qu'est la première partie de Selon toi. Je ne l'ai pas retouché quasiment. Et je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai un livre en souffrance, j'ai un livre qui m'attend. En fait, c'est un livre. Ce n'est pas juste un texte de consolation parce que Google m'a brutalisé ou m'a éclairé. On peut le dire dans les deux sens. Et donc, c'est à partir de là, donc la deuxième partie du livre qui en comporte 4, que je me dis, voilà, là, il faut maintenant assumer que c'est un livre. Et la forme de l'adresse, elle a été évidente immédiatement ? Oui, la forme c'était évident.
mais parce que j'ai commencé par lui parler. Quand j'ai vu que par Google, et puis que j'ai reçu l'acte de décès, et que je vois que c'est bien elle, et j'ai dit merde, ah ouais, t'es morte, quoi. Enfin, ça a peut-être même commencé par parler à voix haute dans mon appartement. Et finalement, j'ai trouvé ça aussi assez agréable de parler de cette adresse. J'ai trouvé qu'on pouvait dire des choses. Alors après, bon, il y a aussi, des fois, je comble des trous. J'essaye de raconter quand même ce qui s'est passé. Mais en effet, l'adresse était dynamique et elle ressemblait à ce qu'elle disait toujours. On adresse. Quand on est au théâtre, on est sur une scène et on projette et on adresse. Et l'adresse, c'est une vraie question au théâtre. C'est la question du personnage, vraiment. Donc ça me semblait tout à fait naturel, la concernant, de faire cette adresse. Sachant que par ailleurs, votre histoire commune est pleine de mots pas adressés, de rendez-vous manqués, de mots qui ne se trouvent pas aussi beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce qu'assez vite, moi, j'ai compris que Pascal Lemay, c'était un maître pour moi, que j'étais disciple. J'en parle dans le livre de ce terme de disciple. Et je crois qu'un maître, c'est quand même quelque chose... Quelqu'un, parce que je dis chose tout de suite, comme quoi, c'est quand même une figure qui n'est pas familière, on n'est pas amis avec un maître. On ne va pas lui demander ce qu'il mange le matin. Et puis Pascal Lemay était quelqu'un qui ne parlait pas de sa famille ni de son emploi du temps. Moi, j'avais son adresse quand même postale. Elle acceptait qu'on lui écrive l'été, par exemple, mais elle répondait pas. Enfin, on envoyait une carte postale pour dire voilà, je suis là, c'est super, j'ai hâte de reprendre le théâtre en septembre. Enfin, très simplement. Mais c'était quand même quelqu'un d'extrêmement secret. Et ça se sentait comme un tabou. Il y a des... Moi, ça m'intéresse, cette figure du tabou des gens qui arrivent, par leur simple présence, à nous faire nous censurer. Il y a des gens comme ça qui... Moi, je ne sais pas faire ça du tout. Je ne sais pas arrêter les gens par ma présence. Mais il y a des gens, on n'irait jamais leur demander... François Mitterrand, typiquement. Enfin, je ne sais pas, moi, je pensais à lui. Non, mais c'est vrai, quand j'étais petite, il me terrorisait. Je me disais, mais même, je me disais, ces enfants ne doivent pas lui dire bonjour. Enfin, c'était un peu ça. Non, mais j'exagère, vous voyez ce que je veux dire. Mais Pascal Lemay, c'était pas François Mitterrand du tout, mais c'était quelqu'un... c'est elle qui décidait de donner quelque chose. On ne pouvait pas, donc en effet, lui dire que je l'aimais hors de propos. On était là pour travailler quand même. On n'était pas là pour autre chose. C'était quand même une espèce de rigueur. Donc là, je me suis vraiment lâchée. Enfin, c'est-à-dire, j'ai fait ce que j'aurais jamais pu faire dans la vie. Je n'aurais pas pu faire ça. Impossible. Est-ce que vous pourriez expliquer, enfin, est-ce que c'est... Alors d'abord, vous avez écrit un livre, hein, mais quand même, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de déplier par la parole une partie de ce qu'elle vous a appris ? Oui, ça c'est complètement possible. Par contre, je ne sais pas comment ça s'est fait. Ça reste un mystère. Donc ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que ça reste pour moi quelque chose d'insensé. Elle m'a appris quelque chose qu'on trouve, je pense, chez les psychanalystes aussi. Elle m'a appris la disponibilité totale à l'écoute de l'autre. Cette chose qui fait que quand on est tout à fait présent à un moment et qu'on écoute vraiment ce qui se passe en face, on n'a pas besoin de prendre de notes. On se souvient, on accueille. Voilà, il faut faire le vide en soi et accueillir ce que l'autre nous donne tel qu'il nous le donne et pas tel qu'on veut l'entendre. Ça, c'est quelque chose de... Et elle faisait comme ça. On défilait des samedis entiers de 13h à 19h. C'était très long, hein, les ateliers. C'était pas 2 heures comme ça. C'était vraiment... On s'enfermait tout le samedi quasiment. Elle n'avait pas de notes. Elle était comme ça. Et elle regardait. Et elle voyait tout. Et par capillarité... Enfin, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est fait. Mais moi, par la suite, quand j'ai eu ma compagnie de théâtre et que j'ai dirigé des comédiens, j'ai toujours fait comme ça. Si je note, je sais plus. C'est une façon, voilà, c'est une façon d'entendre. Ça, c'est une chose. Mais peut-être la chose encore plus grande, c'est que moi, je suis venue à la littérature par là, en fait. C'est-à-dire par la littérature dite, pas du tout par la lecture.
Enfin, je lisais un petit peu, mais je suis venue, parce que je voulais combler toutes les références que j'avais pas aussi. Je suis venue à lire des grands textes, mais parce que je les entendais sur le plateau. Et j'ai ce rapport du texte dit et du plaisir de l'écoute du texte, ça, je lui dois absolument. Et je lui dois aussi maintenant de dire je t'aime aux gens que j'aime vite avant qu'ils meurent, peut-être aussi. Et elle vous a aussi appris à tomber? Non. En fait, elle m'a fait beaucoup tomber, mais je ne crois pas qu'elle m'ait appris à tomber. Vous vous êtes appris à tomber sous son regard? Il a fallu que j'apprenne, mais j'ai mal appris. Oui, non, en fait, ces histoires de chute... Alors, moi, dans l'atelier, j'avais toujours un rôle de personne qui tombe. Je tombais toujours. À chaque fois, qu'on commençait une scène, moi, je pense qu'elle ne le savait pas. Mais moi, au bout d'un moment, j'avais compris que la scène n'était pas réglée tant que je n'étais pas encore tombée. C'est-à-dire, je savais qu'elle ne serait pas contente. Et à un moment, elle disait « Attends ». Et là, en fait, elle n'avait plus besoin de me dire, je tombais. Et là, ça voulait dire que la scène était... Alors, c'est un peu drôle dit comme ça, mais en fait, c'est pas tout à fait drôle, parce que moi, comme j'étais dans une ferveur totale vis-à-vis de cette personne, je tombais vraiment. Je faisais pas... et à chaque fois, il fallait retomber, et retomber, et retomber. Et donc, je me suis fait très mal pendant des années, parce que je m'économisais pas en répétition. Je tombais pas que le jour du spectacle, je tombais vraiment. Et elle m'a pas arrêtée. Elle m'a pas dit ne tombe pas comme ça. Enfin, en fait, voilà, j'ai pas vraiment appris à tomber comme on devrait l'apprendre quand on est comédien. Ce qui prouve que j'étais pas comédienne au fond, je pense, à mon grand désespoir probablement. Et voilà, en tout cas dans le texte, j'essaye de donner du sens à ces chutes parce que c'est étrange de tomber comme ça sous le regard de quelqu'un, d'autant que les autres tombaient pas. C'est ça, en fait, surtout, peut-être. Oui, et ce que vous écrivez aussi, c'est que c'est pas le personnage qui tombe, c'est la personne. Donc c'est la personne qui se fait mal, qui se tord le poignet, qui a des bleus. Et la question de la différence entre la personne et le personnage, elle est centrale dans le texte. On y revient régulièrement, et notamment avec le fait que Pascal Lemay, c'était pas un personnage. C'était une personne. Oui. Et donc ça, j'imagine que ça rend difficile la manière de la saisir pour la mettre dans un livre. En effet, c'est quelque chose... à un moment dans le livre, je dis je veux t'enterrer en personne, pas en personnage. Parce que je crois qu'elle n'avait pas toujours cette notion-là. Enfin, peut-être c'était pas si clair, alors que moi, grâce à elle, ça a été assez vite clair, cette chose, la différence entre la personne et le personnage. C'est-à-dire que le personnage, il a un corps immatériel, en fait. Le personnage, je sais pas, il peut mourir pendant des siècles. Tant qu'on le joue, il va vivre sa vie et mourir, et recommencer, et recommencer. Et il n'y a pas un corps qui attrape cette mort en vrai. Enfin, voilà, évidemment. Enfin, ça paraît évident. Mais en réalité, il faut bien qu'il y ait une personne humaine qui prenne en charge ça. À savoir la chute... être mort émotionnellement quand on doit mourir sur scène, sans citer Dalida, c'est quelque chose c'est quelque chose qui laisse des traces dans la vie. Et je pense que un metteur en scène, il doit faire attention à gérer ces traces au-delà du spectacle. Comment on fait ça? Et en effet, pour répondre à la question, quand j'ai voulu écrire Selon toi, je ne voulais pas aller dans la caricature non plus. C'est ça. C'est-à-dire que je me demandais quel était l'endroit où j'allais pouvoir le mieux parler de Pascal dans sa personne, sachant que je connais très peu sa vie, que ce n'était pas mon projet d'aller chercher des dates ou une sorte de cohérence d'existence. Mais peut-être je me disais, voilà, l'impact qu'elle a eu sur moi, c'est peut-être ça qui va faire d'elle le plus une personne et le moins un personnage. Bon, je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est une question qui m'a beaucoup travaillé, en effet.
Alors, on le disait, le texte commence parce que vous avez écrit ce premier livre et que vous lui écrivez. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut lire, selon toi, comme un prolongement de ceux du Noir, mais pas seulement. Parce que, on l'a entendu pendant que vous lisiez ce chapitre, la question du noir, des ténèbres et de la lumière joue à plein. Et que la sortie de l'enfance, c'est ce que racontait en partie ceux du Noir à travers une anecdote qui était autobiographique, même si c'était un roman. Mais donc l'anecdote, je ne sais pas si vous voulez la raconter. Ouais. Oui, l'anecdote de ceux du Noir, c'est une visite dans une grotte préhistorique peinte, une visite privée, parce que c'est une grotte qui n'est pas ouverte au public. Il y a plusieurs familles qui sont là et il y a deux personnages qui parlent à la première personne. Une petite fille de 8 ans et un garçon de 11 ans qui viennent respectivement avec leur famille pour profiter de cette visite. Et il y a un troisième garçon qui a 8 ans aussi et qui est là. Et lui, il connaît la grotte par cœur parce que son père a fait partie de l'équipe des découvreurs. Et donc, voilà, il rentre. Et le garçon fait une mauvaise blague à la petite fille. Il la perd dans un boyau et il emmène la lampe. Et donc, la petite fille est confrontée au noir absolu. Et le garçon de 11 ans a vu le manège du gosse, il n'a pas de lampe, donc il ne peut pas la sauver. Et il ne sait pas trop quoi faire, et lui aussi est dans le noir absolu. Et c'est le début de ce qui va les lier dans l'histoire. Voilà, et c'est à la fois une terreur, enfin, c'est une expérience de la terreur, mais c'est aussi quelque chose d'exaltant. C'est aussi avoir affaire à quelque chose d'exaltant. Et selon toi, raconte d'une certaine manière, comme on l'entendait là dans votre lecture, cet endroit qui était le noir de cette salle, qui est privé de lumière. Enfin, la lumière n'y rentre pas, comme elle ne rentre pas dans la caverne de ceux du noir. Et c'est cette exaltation de l'existence qui est la sortie de l'enfance. Oui, et je crois que c'est grâce à Selon toi, enfin, c'est en revenant sur le lieu du théâtre que j'ai compris que le noir, c'était un de mes sujets. Ou un de mes thèmes, je ne sais pas. Je le savais pas. Enfin, pourtant, Ceux du Noir, ça s'appelle Ceux du Noir, donc j'aurais pu me le dire. Mais je pensais que ce serait épuisé avec ce premier livre-là, que quelque part, c'est cette idée qu'au commencement, c'est pour ça qu'il y a un peu cette référence à la Bible là dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. C'est au commencement, il faut séparer les choses. Il faut bien mettre la lumière d'un côté, la ténèbre de l'autre. Et c'est là qu'on peut commencer à raconter les choses quand c'est séparé. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a jamais eu peur du noir du tout, parce qu'en réalité, tant qu'on n'est pas dans une grotte, le noir, c'est pas du vrai noir. C'est-à-dire le noir de la terre, il est toujours assez clair. Il ne fait pas vraiment peur. Mais c'est un exemple. Par exemple, moi, j'écris devant une fenêtre chez moi. Bon, pour des raisons d'aménagement, et j'ai des volets intérieurs que je ferme. En fait, j'écris dans le noir. Il y a un poète qui s'appelle Benoît Connor qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Écrire dans le noir. C'est exactement ça. Moi, j'ai besoin de couper l'image pour que les histoires et que la langue arrivent. Quand je suis dehors, j'ai aucun langage dans ma... Je peux pas... Voilà, ça raconte pas de choses pour moi, la lumière. Il faut la convoquer par le noir. Et en effet, peut-être, je pense, mes 3 livres, ils tournent autour de la question du noir, et je sais pas si ça va continuer. Mais ce qu'il raconte aussi, c'est une certaine appréhension de l'enfance qui est assez originale. Et il y a, par exemple, il y a 2 phrases qui sont particulièrement écho. Alors, il y en a plein d'autres, mais celles-là, elles m'ont sauté à l'oreille. Dans Ceux du Noir, vous écriviez « C'est qu'à 13 ou 14 ans, l'enfance est vieille de toutes ces années, de 13 ans, de 14 ans. » Et dans Selon toi, moi, je t'avais aimé déraisonnablement, tout d'un bloc, dès le premier jour de notre rencontre, parce que j'avais 12 ans et que mon cœur était déjà si vieux de 12 années d'attente pour se lancer dans l'amour éperdu. C'est-à-dire que l'enfance, c'est déjà la vieillesse, parce que c'est comme si c'était une espèce d'expérience oui. éternelle. Parce que si on attend 12 ans, c'est hyper long. Si je vous dis, maintenant, vous commencez une attente, on se revoit dans 12 ans. Vous allez dire, non, personne ne veut faire ça. Mais en fait, avec l'enfance, on se rend compte rétrospectivement que peut-être on attendait depuis le début de nos souvenirs quelque chose qui finit par arriver. On s'en rend compte quand ça arrive. Peut-être on s'en rend compte quand ça arrive trop tard. Quand ça arrive trop tard, on finit par l'attendre. Mais en fait, on n'a pas du tout un cœur tout neuf quand on a 12 ans. D'autant qu'on a toutes ces séparations. Enfin,
si on a été élevé par des gens qui nous ont pas trop maltraités, on a quand même vécu des séparations. Enfin, et surtout, pour moi, l'enfance, c'est le moment de l'attente. En fait, ça, je peux pas le dire autrement. C'est le moment où on n'a pas le droit de décider pour soi-même les choses. Et moi, j'avais une expérience de vie d'attente et perdue que ça commence quoi. Qu'est-ce qui allait commencer? J'en savais trop rien. Je me disais surtout qu'à Sartrouville, il risquait pas de m'arriver grand-chose. Et en fait, c'est à Sartrouville que ça m'est arrivé. Enfin, et aussi dans une grotte, mais quand même. Comme quoi, il faut jurer de rien quand même. Il faut être prudent avec nos certitudes. Et rester attentif dans les Yvelines. Exactement. Et on peut être attentif dans les Yvelines. Alors, donc dans ce lieu de Sartrouville, l'espace Gérard Philipe, non seulement vous y avez une histoire exaltante, mais votre mère, il y a une histoire exaltante, ce qui pour le coup aussi relie, selon toi, au livre qui précède, qui était consacré à votre mère. Est-ce que vous voulez bien raconter l'histoire de votre mère avec l'espace Gérard Philipe, qui a un temps qui vous précède, et en même temps l'histoire qui vous précède, ce que vous racontiez dans Il ne faut rien dire, c'est que comme on est présente dans l'histoire de sa mère, parce que les ovocytes sont là de toute façon, de toute éternité, enfin de toute éternité en tout cas, dans le ventre de la grand-mère. Donc on accompagne toute l'histoire de sa propre mère. Et donc est-ce que vous voulez bien raconter l'histoire de l'espace Gérard Philipe telle que votre mère l'a vécue et vous l'avez découvert? Oui. Alors, en fait, ma mère était comptable au théâtre de Sartrouville, qui s'est appelé par la suite Espace Gérard Philippe quand il est devenu un CDN et qu'ils l'ont déplacé dans un autre quartier. Mais bon, c'est peut-être un peu moins comme ça maintenant dans les théâtres, mais à l'époque, c'était des équipes extrêmement polyvalentes. C'est-à-dire que les comptables faisaient l'accueil des artistes. En fait, toute l'équipe du théâtre était là tout le temps. Et il n'y avait pas de... Enfin, les bureaux étaient ouverts... Et il se trouve que Sartrouville, même si c'est... Ça, elle me l'a assez dit, hein, est un théâtre qu'on cite peu dans la vie d'artistes. Et pourtant, c'est un théâtre qui a vu les débuts de carrière de gens qu'on connaît tous aujourd'hui. Par exemple, Balasco a pas mal travaillé à Sartrouville. Et surtout, l'exemple que ma mère donnait toujours, c'est que Catherine Ringer était en résidence avec Marcia Moretto, et la fameuse chanson Marcia Baila, en fait, ça raconte leur histoire au théâtre de Sartrouville. Et il se trouve que Catherine Ringer, c'était la nounou de ma sœur. En fait, quand il y avait des spectacles et que ma mère devait s'occuper des artistes, c'est Catherine Ringer qui allait garder ma sœur. Moi, malheureusement, j'étais encore un ovocyte incomplet. D'où une frustration énorme aussi, je pense, parce que ma sœur, elle en avait marre, je pense, d'être trimballée au théâtre tout le temps, dans les années 70, quoi. On voit le tableau. Et moi, ma mère décide d'arrêter son travail pour m'élever, parce qu'elle n'avait pas... eu trop le temps de s'occuper de ma sœur et qu'elle le regrettait. Et elle me raconte ça depuis que je suis née. Et moi, je dis, mais ça va pas de m'échanger contre une vie comme ça. Elle raconte, oui, alors moi, j'avais Colette Mani dans ma voiture, et Barbara Assi, et les frères Jacques. Et pour moi, c'était les stars de mon enfance, ces gens-là. Puisque ma mère, elle m'en parlait tout le temps, on écoutait les disques, machin. Après, j'ai compris en allant à l'école que c'était pas du tout les stars de tout le monde à Sartrouville. Et que, en fait, moi, je me la racontais avec des trucs qui étaient vraiment décalés et où vraiment, je devais être vraiment ridicule, mais je m'en rendais pas compte. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'allais me faire des amis parce que je connaissais... ma mère avait rencontré Colette Mani, quoi. Évidemment, j'ai vite déchanté. Mais néanmoins, voilà, c'est-à-dire que pour des raisons... Alors, je connais pas exactement toute la politique culturelle des théâtres des banlieues rouges de cette époque, mais c'est vrai que Sartrouville est peu cité. Sartrouville est peu cité, et pourtant il y a eu beaucoup de créations. Mais c'est vrai que les Amandiers ont pris beaucoup de place quand Chéreau est parti de Sartrouville, est allé aux Amandiers. Mais avec le livre, là, il y a des gens qui me disent, mais moi, je venais à Sartrouville voir les spectacles de Catherine Dasté, tout ça. Mnouchkine est venue avec 1789, elle était venue dans un des gymnases de Sartrouville, alors qu'elle faisait pas de tournée, par exemple. Donc voilà, il y avait tout ça. Et moi, j'ai connu, sous forme, pour le coup, de fœtus, j'ai connu un bout de cette histoire-là. Donc, allez savoir. Et vous écrivez, alors donc à propos du fait que votre mère regrette que soit peu mentionnée l'histoire du théâtre de Sartrouville, la grande oubliée de la biographie des célébrités qui avait débuté là, ce qui signifiait
pour elle, donc c'est votre mère, qu'elle était oubliée aussi, et je me disais qu'un jour je la réhabiliterais. Il faudrait pour cela que je devienne quelqu'un d'important, alors je pourrais parler du théâtre de Sartrouville. Et tu sais quoi, c'est exactement ce que j'ai fait, même si je ne suis pas devenue quelqu'un d'aussi important que Sylvette aurait souhaité, et que si ça arrivait un jour, ce serait trop tard, maintenant que Sylvette est morte, comme toi. Ouais, trop tard. Bah non, enfin, vous l'avez écrit, vous l'avez réhabilité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, j'avais la sensation que j'avais un peu une mission. Hein. C'est une mission dérisoire, hein, je m'en rends compte. Mais quand quelqu'un vibre tellement, en fait, c'est la même chose que pour ce livre. C'est-à-dire, pour moi, me rendre compte que les gens connaissent pas Pascal Lemay. Bon, ça, il y a plein de gens qu'on connaît pas, mais ou la connaissent pour des mauvaises raisons, c'est très douloureux. Donc, comment on fait pour y faire quelque chose, enfin, faire quelque chose contre, comment on met son pied dans la porte, souvent, moi, c'est comme ça que je dis, pour que ce soit pas tout à fait un oubli, quoi. Parce que donc, vous disiez mission dérisoire pour faire connaître Sartrouville, mais au fond, vous défiez Google. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il était question de Google, que c'était Google qui vous avait pris la mort de Pascal Lemay. Mais au fond, il y a l'envie de mettre Google au défi et de faire remonter la request de Pascal Lemay, de lui donner cette aura que Google lui refuse. Il n'y avait pas de ChatGPT, ou en tout cas de façon très... en plus, j'y connais rien de ChatGPT, donc c'est vrai que ça peut paraître déjà un peu désuet, ce que je raconte. Mais en effet, je me suis dit à un moment... peut-être, enfin, voilà, là, moi, quand je tape Pascal Lemay, je trouve Amazon qui vend des livres qu'elle a écrits parce que sa maison d'édition n'existe plus. Donc, et puis, un site de chambre funéraire virtuelle où on peut déposer des vœux, des condoléances, voilà, virtuelles. Et sinon, quasi rien. Donc, je me dis, maintenant... Si jamais le livre est cité, c'est pas tant pour moi me faire de la publicité que pour, en effet, me dire que Google va peut-être reprendre ce travail et ça va remonter et au moins les gens sauront à quel point c'était un grand metteur en scène. Voilà. Je dis metteur en scène parce qu'elle aurait jamais dit metteuse en scène. Quand elle, en fait, je dis ça, on me l'a fait remarquer, mais c'est pour parler comme elle, parce que elle aurait pas dit ça, c'était pas un mot qu'on disait en 96. Mais alors même avant, selon toi, vous dites que vous l'avez cité, c'était la première ligne de votre biographie, d'avoir été l'élève de Pascal Lemay, et que donc, que c'était à la fois un signe que vous lui adressiez et une manière de faire remonter sa place dans Google, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait que c'est une ambition de longue date chez vous de faire parler d'elle. En fait, ça raconte la fidélité, parce que en fait, c'est aussi un livre sur la fidélité. Je dis dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, je dis je jure solennellement de te célébrer toute ma vie. Et quand on jure un truc comme ça, il ne s'agit pas de le jurer une fois en 95, il s'agit de le faire. Et célébrer quelqu'un, même vivant, célébrer quelqu'un de mort, ça a un sens un peu de cérémonie tout de suite. Mais célébrer quelqu'un de vivant, ça demande un engagement réel dans la vie. Il y a quelques personnes, moi, que je célèbre comme ça, ou quelques auteurs, et ça me demande du travail. Bon, après, j'aime bien le travail, il faut dire. Mais ça demande de mettre en place des actions. C'est pas juste, voilà, dans la tête, tiens, j'allume ma bougie dans ma tête et je te dis que je t'adore. C'est parler des gens. C'est les citer. C'est rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire dire moi je fais ça parce qu'il y a cette personne, et tout ça, ça demande de s'engager, et c'est pour ça que moi je suis fidèle à peu de monde, parce que c'est du travail que je peux pas faire avec trop de monde si je veux le faire bien, en tout bien, j'en sais rien si on le fait bien, mais si je veux le faire sérieusement, voilà, c'est ça, sérieusement. Et Pascal Lemay, c'était quelqu'un de très sérieux. Moi, on s'entendait bien là-dessus, elle était ponctuelle et sérieuse, et elle rigolait pas au boulot. Et moi, je me sentais très bien là-dedans, dans ce côté rigide du cadre, pas du tout marrant, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'au théâtre, on peut pas rigoler et faire du théâtre. Je veux dire, à un moment, il faut savoir des textes. Il y a des gens qui vont venir, qui vont payer des places, qui vont donner du temps pour regarder un travail. Et on peut pas faire ça en se marrant, en fait. Moi, je connais pas de comédiens qui rigolent quand ils bossent. Je connais pas.
Mais je veux bien qu'ils se signalent s'ils existent. Ce que vous disiez sur la fidélité, ça induit donc un certain rapport au temps. Ce qu'on entend dans le passage que vous avez lu sur ce jour de 1995 qui ne s'est jamais arrêté, il y a un jeu entre le toujours. Enfin, vous avez une manière d'employer le mot toujours qui est très solennelle au fil du texte. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la manière dont vous avez travaillé sur le temps? Parce qu'il y a aussi, à la fois, il y a cette journée de 1995 et les quelques semaines qui ont suivi avant une première représentation en février 96, donc, qui sont le cœur du texte, le cœur de ce que vous donnez à voir de cette relation d'apprentissage avec Pascal Lemay. Puis il y a des ellipses dans une relation qui n'est pas si longue. Il y a quand même 3 ans sur lesquels vous faites un élégant entrechat, disons, avant de raconter votre départ de l'atelier. Et puis de revenir en 2022. Est-ce que ce rapport au temps et la manière dont vous avez travaillé dessus, est-ce que vous voulez bien en parler un peu? Oui, à un moment, je me suis dit, c'est pas nécessaire de faire un catalogue de l'atelier. Est-ce que si je condense le début, l'origine, je reviens à mes histoires de noir dans lesquelles les histoires commencent. En fait, est-ce que l'origine, ça suffit pas pour raconter une histoire? Moi, je crois qu'en fait, les histoires, c'est souvent de l'origine diluée, un peu, en fait. On balbutie des commencements, souvent. Et je me disais, bon, je peux raconter ce qu'on a fait avec Chrysothémis, avec Electre, etc. Mais je voulais pas faire un catalogue. Et je voulais aussi arriver à aujourd'hui. Oui, finalement, j'ai eu la sensation que raconter toutes les années d'apprentissage n'était pas la question de ce livre. Plutôt de le traverser pour accrocher la fidélité, pour accrocher comment je la mets en place, ce que je fais avec ça. Mais la vérité, c'est aussi que, on en parlait tout à l'heure, il y a une forme d'hémorragie dans ce texte et que j'étais pas en totale maîtrise de tout. Enfin, il y a eu des moments, puis après j'ai fait comme j'ai pu. Peut-être qu'un jour je comblerai les trous, mais oui, je crois que j'avais besoin de traverser, comme si j'avais peur que le texte il s'arrête. En fait, ça a été une sorte de vitesse dans ce deuxième mouvement. Vous vous demandez au début si ce livre sera un cadeau ou un hold-up. À la fin, vous avez tranché comment? Je crois que c'est un hold-up. Je crois que c'est un hold-up parce que... mais en fait, c'est... Je dis que c'est un hold-up parce que j'ai fait 2 livres, Il ne faut rien dire et Selon toi, sur des femmes qui sont mortes aujourd'hui et qui n'avaient pas décidé de dire certaines choses que moi, je décide quand même de dire un peu, quoi. En tout cas, qui n'avaient pas décidé de me le dire. Et je décide de le faire quand même. Alors, c'est quand même une question, ça... c'est aussi une petite lâcheté, en fait, d'outer des mourants ou des morts. Enfin, outer... je sais pas, en tout cas révéler des trucs. Oui, en fait, elle voulait pas qu'on sache sa vie. Bon, en même temps, et c'est pour ça que le livre reste dans un cadre de ce que je reçois et ne va pas chercher des informations plus loin qu'elle. Enfin, je disais tout à l'heure que je fais pas une compilation de documents, quoi. Oui, hold up pour le moment, mais en même temps, il y a beaucoup de lecteurs qui me parlent et qui me disent qu'ils aimeraient lire ces textes. Donc peut-être que tranquillement, ce hold-up, ça sera peut-être pas un cadeau quand même, parce qu'on ne fait pas des cadeaux à des morts, ça n'a pas de sens. Mais peut-être c'est plus un cadeau pour les gens qui vont la découvrir, s'ils peuvent la lire. C'est ça qui m'intéresse. C'est de refaire un lien entre elle et les vivants, qui ne l'ont pas connue du coup. Il ne s'agit pas de divulgacher quoi que ce soit, mais disons que votre séparation, elle a trait à l'écriture, au fait que, de son point de vue, elle, c'était elle l'écrivain et qu'il n'était pas question de... En tout cas, non. Bon, mais dans votre relation, c'était elle l'écrivain. Mais vous écrivez sur elle à la fin. Donc c'est quand même Il est là aussi, le hold-up. Ou la transgression. Ouais, alors après, un maître, c'est un maître si on le déboulonne un moment, je pense... Mais en effet, je crois qu'elle, on était ses acteurs, et du coup, il ne fallait pas demander autre chose qu'être ses acteurs. Voilà, il fallait être ça.
Et moi, c'est par l'atelier que je découvre, que je comprends que moi j'ai un truc à faire avec l'écriture. Et en effet, il n'était pas question avec elle d'écrire ou de... mais ça va loin, c'est-à-dire que une fois je lui montre un texte et elle me donne des ordres en disant ça, il faut que personne le corrige, faut pas y toucher. Et elle avait cette façon de dire il ne faut pas, très autoritaire. Et moi je dis d'accord. Et à chaque fois que j'essaie de lui parler de mon écriture, il n'en est pas question. Donc en effet, selon toi, je pouvais l'écrire qu'elle morte, je pense. C'était pas possible autrement. Vous demandez à un moment donné, les morts lisent-ils les livres écrits pour eux après leur mort? Je le pense. Donc vous ne craignez pas la punition? Non. Mais on le sait ça quand on écrit sur... Bon, déjà, écrire sur autre chose que la mort, ça n'existe pas vraiment. En fait, on charrie le texte de mort tout le temps. Enfin, on marche sur des corps dans nos vies. C'est ça qu'on fait. Et au théâtre, encore plus. Donc, on sent quand même... je sais, cette présence fantomatique, elle est là. Et non, j'ai pas peur de la statue du commandeur ou j'ai pas peur du châtiment. Mais oui, en quelque sorte, j'ai l'impression que ça passe quelque part, oui. Et puis ne serait-ce que là, on en parle sur un plateau de théâtre, donc pour moi, c'est impensable qu'il n'y ait pas quelque chose qui passe. Je sais pas, je crois pas trop en l'au-delà, j'en sais trop rien, mais c'est de l'ordre du sacré, quoi. Ce moment, cet endroit des morts là et de nous dans le texte, il y a quelque chose comme ça. Et sur les plateaux de théâtre, c'est vraiment évident. Alors, est-ce que vous voulez bien procéder au deuxième temps sacré, lui aussi, de la lecture? Oui. As-tu été enterré ou incinéré? J'aimerais que tu sois enterré pour que je puisse charger les restes de ton corps sur mes épaules et te porter un peu plus loin. Je m'imagine attendre le temps qu'il faudra pour que la succession des jours et des nuits débarrasse ton squelette de sa chair, des muscles, de la graisse, de tout ce mou qui encombre les morts. Je me vois attendre qu'il ne reste que tes os. Je vois l'attente. Je me vois ouvrir le tombeau, car qu'avons-nous fait en jouant sur le plateau toutes les histoires du monde? Qu'avons-nous fait, si ce n'est ouvrir les tombeaux un à un, pour faire de nos corps de vivants des sarabandes, des danses macabres. Je me vois perceuse à la main, perforer la tête de chacun de tes os pour y passer des fils de fer et les assembler, les réarticuler. Je me vois confectionner un ultime costume avec tes os, une armure en os de toi. Je me vois faire correspondre ton squelette réassemblé par mes soins attentifs à mon corps, attacher tes fémurs à mes cuisses, tes humérus à mes bras. Je me vois te faire gravir une montagne, un royaume pour un cheval, n'importe quelle hauteur, moi, habillée de toi. Toi, exosquelette de mon effort. Chut, je ne devrais pas dire de telles choses. C'est ma peine qui me fait penser à de telles choses. Je cherche le meilleur geste, le plus grand. Il est étrange d'être inconsolable de la mort de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années. D'être terrassé par la mort de quelqu'un dont on n'a jamais connu la vie en détail. Je veux dire la vie comme elle se déroule dans les biographies, au gré des calendriers. La vie comme elle n'existe que dans les récits, dans les phrases qu'on construit après coup pour faire une sorte de tout qui ressemblerait à quelque chose de saisissable pour chacun. Ça ne fait rien. Je n'ai pas besoin d'avoir connu tes appartements, tes amis, ce que tu mangeais ou pas. Ma peine concerne le monde moins toi. Il ne s'agit pas de ma petite perte personnelle. Je n'avais pas besoin de te voir ou d'être une familière pour valider mon amour. J'avais besoin de vivre dans la même époque que toi,
de mon côté de l'existence. Merci.